En fait, travailler ce qu'on pourrait opposer, c'est-à-dire le digital, le e-commerce, et qu'il faut continuellement améliorer. Et de l'autre côté, encore plus valoriser le travail de nos équipes de vente qui ont une vraie valeur ajoutée dans la préparation d'un projet de vacances. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Quentin Briard. Salut Quentin, ça va ? Salut Laurent, tout va bien, merci beaucoup. Quentin, qui est le CEO marketing digital et tech du Club Med, du groupe Club Med. Du groupe Club Med, tout à fait. Où tu as passé une vingtaine d'années. Où j'ai passé une vingtaine d'années, donc fidèle, 21 ans exactement, 10 ans à l'étranger, en Belgique, en Australie et à Singapour, dans des fonctions marketing commercial. Et depuis un an, effectivement, en charge du marketing digital et tech pour le groupe. On va aborder pas mal de sujets hyper intéressants. Alors déjà, le monde du voyage est une verticale qui est toujours intéressante. Mais on va parler justement d'international, puisque tu as une belle expérience et que tu connais très bien les pratiques pour les avoir mises en place, pour certaines d'entre elles, entre les différences entre l'Asie et le reste du monde, et principalement la Chine. On va parler de social commerce, de live shopping, de live streaming, de couponing. On va parler de super apps et de ce qu'on fait dans WhatsApp versus WeChat, où on va déjà beaucoup plus loin, et de ce que justement le Club Med y fait. On va parler data, ça va être intéressant, parce que la data était un driver pour pas mal de choses, mais notamment la transformation de la distribution, en tout cas la mise en place d'un mix distribution qui est très particulier au Club Med et qui marche bien. Tu nous en parleras. Disons, remise en place de la distribution, ce rethinking, cette refonte de la distribution a amené pas mal de questions d'ordre humain, de formation des équipes de vente. On parlera également de marketing et du mix média, puisque depuis 2016, vous avez choisi d'internaliser une bonne partie du média en interne. C'est ce que veut dire internaliser, chers auditeurs. Excusez-moi, il est tôt, il fait froid. On parlera aussi un peu de transfo digital. Bref, un super programme. Je suis très heureux de t'accueillir. Ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode. On s'est croisé. Tu as croisé mon associé Mathieu Stéphanie au One to One Monaco, qui est un incroyable salon retail e-com que je vous recommande et qui a permis cette mise en relation. Et que je recommande aussi chaleureusement. Bienvenue Quentin, 20 ans au Club Med. Oui, ça paraît bizarre aujourd'hui. Hein. Ouais, je suis pas dans les tendances où il faut changer très vite. 20 ans, belle entreprise, belle mission, qui est de réinventer le bonheur de nos clients chaque jour, de les décharger de leurs contraintes pour qu'ils puissent vivre de vraies vacances, esprit libre, qui s'est renforcé ces derniers mois avec la gestion de la contrainte sanitaire en complément pour nos équipes, et 20 ans avec, je le disais, 10 ans à l'étranger, dans des pays très différents les uns des autres. Belgique, Australie et Singapour, c'est ça ? Tout à fait. Et de Singapour, c'est ton dernier poste ? Et Singapour, c'était un de mes derniers postes. Okay. C'était de 2012 à 2015, où je gérais l'Asie, le marketing Asie. Et j'avais comme collègue aussi la Chine. Donc j'ai pu observer de près les mouvements qui s'opéraient là-bas. Super. Singapour, qui est une ville géniale. J'y retournerai bien. Moi, j'y ai passé un bout de temps quand j'étais beaucoup plus jeune, d'études, mais bref, j'avais adoré. Super, parce que ça nous amène directement dans ce premier sujet. La Chine on le répète souvent, mais je suis content de rentrer dans le détail, beaucoup d'avance sur nous, sur certains aspects de l'innovation d'usage surtout.
parlait beaucoup des États-Unis à une époque. Ouais. Alors, on en parle bien évidemment toujours aussi beaucoup. Mais il est vrai que j'ai été très étonné. J'ai eu la chance d'être en Asie, d'être à Singapour et de beaucoup discuter avec mes collègues chinois en 2010, quand le mobile a fait son explosion. Alors ça paraît être finalement très loin, mais c'est hier, 2010. Et je me rappelle qu'on avait dû installer le paiement WeChat dans tous nos villages en 6 mois, parce que là-bas, une évolution, une innovation, elle prend à peu près 3 à 6 mois pour être l'usage majeur de l'ensemble des Chinois. Ça a été aussi l'arrivée du responsive, où finalement, de Singapour, on a dû créer le premier site responsive du groupe, localement. Ça, c'était en quelle année ? C'était une version un peu pirate. Ouais. C'est pareil, c'est à peu près, on l'a lancé en 2011, 2012. On n'a pas pu attendre en fait que le groupe s'y mette. Il n'y avait pas les mêmes besoins à l'international, mais en Asie, l'explosion du mobile était telle que on n'avait pas le temps d'attendre. Et donc après, on est reparti sur le développement responsive international qui est arrivé en 2015. Ça t'a permis, toi, de driver. Il a été drivé parce que vous avez fait à Singapour ? Tout à fait, tout à fait. Galop d'essai, POC. Oui, petite version pirate, mais tout en étant en coordination bien sûr avec le groupe et la personne qui occupait mon poste à l'époque, qui a bien compris qu'on n'avait pas le temps, mais comme on n'avait pas le temps d'installer WeChat en Chine. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais une petite photographie à date du Club Med, ça donne quoi ? C'est 65 resorts dans le monde. C'est 1,7 milliard de chiffre d'affaires en 2019. C'est 1,5 million de clients. C'est 27% de clients francophones, français. Donc une réelle internationalisation depuis... Voilà, exactement. Donc on est à largement plus que 2/3 d'internationaux. En population majeure, on va avoir la France, la Chine. La Chine qui a déjà près de 300 000 clients aujourd'hui. Et puis on va retrouver ensuite les grands pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, l'Australie, le Brésil, qui est un très 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 grand pays pour nous, et qui d'ailleurs, je le cite parce que en ce moment dans les Alpes, il y a 15 000 Brésiliens qui viennent dans les Alpes skier au mois de janvier. Il y a 15 000 Brésiliens qui viennent skier dans incroyable. les Alpes au mois de janvier. J'adore. Premier pays, la France à 27%, tu m'as dit ? La France à 27% et le reste à l'international, mais dans les grands pays, la Chine en second et les États-Unis en troisième. 1,5 million de clients à l'année, clients uniques. Oui. Et il y a un taux de repeat ? Non, ce sont pas des clients uniques. C'est des voyages, enfin c'est des, voilà. Clients, des packs. Mais il peut y avoir des doublons. Okay. Et on a globalement un taux de recrutement, la part du recrutement dans ce chiffre-là est à peu près de 35%. Donc 1,5 million de clients dont tu m'as dit 35%, un tiers de recrutement annuel. De nouveaux clients, ok. C'est génial, c'est un business d'habitués. Une fois qu'on y a goûté, C'est ce que j'allais dire. C'est un business qui fidélise. Je dirais plus que c'est une proposition de valeur qui fidélise. Voilà. Et quelle est la proposition de valeur ? C'est de prendre l'ensemble des contraintes en charge pour faire vivre de vraies vacances à nos clients. Donc c'est le fait d'avoir un tout compris, le fait d'avoir des géos qui sont là pour vous faire vivre des vacances inoubliables, le fait d'avoir le choix de faire, de rien faire, le fait d'avoir des enfants qui vont vivre des vacances inoubliables avec d'autres enfants dans nos mini-clubs, à parler différentes langues. C'est le fait de découvrir de nouveaux sports et puis finalement de prolonger l'expérience au retour de vacances. On a énormément de personnes qui apprennent le wakeboard, le golf dans nos villages et qui au retour en font leur activité sportive. Voilà, donc Club Med, c'est une belle histoire depuis 1950. Et un club qui s'est transformé. Et un club qui s'est transformé. Et que tu as vu, toi, se transformer, je pense, au cours des 20 dernières années. Que j'ai vu se transformer, puisque la montée en gamme a commencé en 2004. Ouais. Il nous a fallu plus de 10 ans pour l'achever, puisque on est passé dans le tourisme par des cycles. On a l'habitude des crises, qu'elles soient géopolitiques ou naturelles. Mais elle est désormais totalement achevée avec succès. Super. Et toi, tes enjeux ? À ton niveau, pardon. À mon niveau ? Ouais. Donc tech, digital et marketing. Oui.
c'est continuer de faire rayonner la marque dans un monde où les, notamment dans le tourisme, je trouve que les marques fortes ont un bel avenir devant elles, parce que notamment les voyageurs ont besoin de confiance dans les marques aujourd'hui. Le deuxième enjeu, il est de continuer de digitaliser l'entreprise pour apporter plus d'efficacité et finalement pour faire que les métiers soient avec plus de valeur ajoutée, parce que le digital tel qu'on le considère au club, c'est vraiment un service pour l'humain. Donc ce n'est pas pour remplacer l'humain, loin de là, puisque notre ADN, notre cœur de métier, c'est finalement l'humain, c'est l'émotion. Et donc le digital est là pour amplifier l'émotion que font vivre nos équipes, nos géos, à nos clients. Tu m'as dit que tu as une croyance forte, hein, c'est que les marques fortes dans le tourisme ont un bel avenir. Je réfléchis à haute voix, mais je me demande dans quelle mesure la multiplication des services dans le tourisme nous a permis à nous, consommateurs finaux, de mixer assez facilement, de constituer assez facilement nos voyages. Alors, on n'est pas dans le... Tout est pris en charge, tu vois, mais je réfléchis juste à ce point de marque forte et dans quelle mesure on peut... dans quelle mesure c'est vrai, mais je te crois sur parole parce que c'est un professionnel du tourisme et pas moi. Mais... En fait, il y a si tu regardes ce qui s'est passé dans le tourisme, il y a eu une tendance il y a 10 ans du do it yourself, qui globalement n'est plus une tendance. Et les clients aujourd'hui partent pas au club, mais partent avec le club. Ce qui fait une différence. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 18 mois, je peux t'assurer que avoir voyagé avec nous avait une vraie valeur ajoutée, servicielle, que ce soit dans les vraies vacances qu'ils ont pu vivre dans nos resorts, tout en sécurité, avec un programme qui a été mis en place dès mai 2020, qui leur a quand même permis de vivre de vraies vacances, mais en sécurité, ce qui était extrêmement important et extrêmement difficile à mettre en place. Mais je vais te prendre un exemple. Mars 2020, on ferme 65 resorts en une semaine, et Club Med a affrété 10 avions pour rapatrier l'ensemble de nos clients en 48 heures. Des 65 resorts ? Ouais. Donc pardon, je le répète, mais 65, c'est donc la totalité des resorts. À fermer. Ouais. Et là où on avait des clients, on a affrété des avions pour les rapatrier le plus vite possible. Voilà, c'est là où, quand je parle de marque forte, servicielle, pour moi, le service apporté par une marque dans le monde d'aujourd'hui, c'est le nouveau CRM. C'est ça qui fait qu'une marque fidélise. Et je vais te prendre un autre exemple de service qu'on a développé grâce au digital il y a quelques années. Pour finalement faire vivre le plus possible l'instant présent à nos clients, on a mis en place Easy Arrival, qui te permet, quand tu vas au ski, de renseigner ta taille de chaussures, ton poids, ta taille, ton niveau de ski. Ce qui fait que quand tu arrives dans notre resort, dès la première minute, dans un casier chauffé, tu as tes skis, tes bâtons, tes chaussures, ton ski pass, et t'as plus qu'à les chausser. Aucune prise de tête, quoi. Aucune friction dans mon expérience, quoi. Je suis là pour profiter. C'est magnifique, c'est magnifique. Je fais partie j'allais dire des cons, mais je fais partie des mecs qui étaient coincés dans un aéroport le 17 ou 18 mars 2020 au Maroc. Donc je suis sensible à l'avion affrété. Voilà, justement au Maroc, puisqu'ils avaient fermé les frontières en très peu d'heures, on avait affrété un avion qui était passé par Londres pour revenir à Paris. Mais l'ensemble de nos clients qui avaient acheté le vol avec nous sont rentrés le soir même. Sans contrainte. Oui, il m'a fallu 3 jours, je crois, pour rentrer. Formidable. Merci pour cette photographie. Donc, retournons en Chine. Tu me disais que tu avais lancé ton site mobile parce que il fallait une adaptation forte au marché dès 2011, avant même que le groupe s'y mette. Vous avez un peu piraté le système. Tu me parles aussi de paiement. Vous avez dû mettre en place en l'espace de quelques mois le paiement WeChat, c'est ça, dans tous les resorts? Dans tous les resorts. Dans tous les resorts. Dans tous les resorts en Chine, hein. Ouais. Et après dans les resorts où les Chinois voyagent. Et on a dû le faire en 6 mois parce que je te le disais au début, mais l'adoption, quand il y a une innovation en Chine, elle se passe en très 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 peu de temps. Et quand on voit, c'est là où il y a une différence entre la Chine et le reste du monde. Quand on prend les wallets, qui aujourd'hui
voilà, sont un usage courant quand même globalement dans le reste du monde, on voit bien que ça a pris des années et qu'il reste encore des parts de marché à prendre pour ce nouveau moyen de paiement. Et du coup, quelles sont les opérations que toi tu as pu mettre en place ou les partenariats sur du social commerce par exemple? Ça fait maintenant à peu près ça fait à peu près 5 ans que la Chine s'est mis au ce qu'on appelait live streaming au début, qui s'appelle maintenant social commerce. C'est tout d'abord un marché qui représente à peu près 10% du e-commerce en Chine. Soit en valeur, t'as un 150 milliards de dollars. 150 milliards sur du... Voilà. Alors, social commerce ou live shopping? Tu mets ça dans le même... Ouais, globalement, c'est la même, c'est la même chose. Ce qui s'est beaucoup développé en Chine, c'est l'influenceur qui sur Taobao ou TikTok ou toutes les plateformes, notamment vidéo, leur permettent de mettre en valeur des biens, des objets, et soit de les vendre directement, soit de proposer des coupons de réduction, et ils sont rémunérés en conséquence avec des commissions. Et nous, ça a été l'occasion, comme je le disais, depuis quelques années, d'avoir des influenceurs de renom qui viennent dans nos villages, qui explorent le village, qui le montrent à leur communauté, et qui derrière vendent des coupons en live sur ces plateformes-là. C'est la creators economy dans toute sa splendeur, quoi. Vendre du coupon, ça nécessite forcément des partenariats en amont. Ou de mettre à disposition ces coupons auprès de ces influenceurs. Oui, tout à fait. Donc il y a une cellule qui est spécialisée pour cela. On a une cellule, et on a des outils de toute façon sur le coupon qui sont multiplateformes, c'est-à-dire qu'il est possible d'aller sur WeChat et d'acheter des coupons aussi. C'est des choses qui dans les National Day ou voilà les grandes journées, le Double 11 ou il y a énormément de ventes de coupons, que ce soit pour nous comme pour le marché. Et donc l'ensemble des plateformes, les big apps, les power apps, ont cette fonctionnalité-là. L'achat de coupons, ça veut dire quoi? Acheter un coupon de réduction? Un coupon une valeur. Un coupon de valeur. Mais du coup sur lequel tu as un levier. Exactement. Ok. Et donc ces influenceurs achètent des coupons ou permettent de vendre des coupons et sont rémunérés par rapport au chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Ok. Ce qui est beaucoup plus difficile sur les apps qu'on utilise traditionnellement en Occident. Oui, il n'y a pas du tout le même niveau de fonctionnalité. Quand on prend une app comme WeChat, qui n'a pas d'équivalent dans le monde occidental, et qui a les fonctionnalités qu'elle a aujourd'hui depuis de nombreuses années. C'est du paiement, c'est du Dropbox, c'est du messaging, c'est du fil d'actualité. Voilà, c'est tout. On fait tout avec. Et nous, c'est devenu un outil de vente qui, quand on prend toutes les apps chinoises, représente un peu plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Donc, WeChat, c'est 40% du chiffre d'affaires sur la population chinoise, la clientèle chinoise. Ouais, WeChat et les autres applications du même ordre, ouais. C'est à peu près 40% du chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, et on a mis en place une stratégie qui s'appelle Dual Engine entre la Chine et le global. C'est qu'on a une différence d'écosystème telle qu'il faut qu'on se nourrisse de ce qui se fait en Chine et qu'on puisse voir ce qu'on peut déployer ailleurs, ou ce qui arrive, ou ce qui arrivera dans les prochaines années. Et de la même manière, appliquer ce qu'on fait de mieux au global, en Chine, quand on peut l'appliquer à l'écosystème local. Et on a mis cette stratégie en place parce que ce 40% de chiffre d'affaires, il est fait dans un écosystème qui n'existe nulle part ailleurs qu'en Chine. Oui, qui est propre voilà. à la Chine. Mais du coup, ça veut dire des équipes spéciales, j'imagine des process, des scénarios tout à fait. Spécifiques. Des développeurs. On développe sur WeChat. Tu me l'as dit tout à l'heure, il y a combien d'employés au club? On a à peu près 18 000 employés dans le monde, dont les géos, saisonniers. Ouais. Et du coup, combien qui ne sont pas dans les clubs? Enfin, combien au siège? Bon, je ne peux pas te le dire comme ça, mais quelques milliers. Mais donc des équipes spécifiques à la Chine, des équipes tech et marketing spécifiques à la Chine, 40% du CA, c'est incroyable. Alors, on reviendra un peu plus tard dans la conversation sur les parcours clients. Tu vois des grosses différences, j'imagine, du coup, entre l'Asie et l'Europe? Je crois qu'il n'y a pas une similarité. C'est ça, ok. Ils réservent une semaine avant le départ, 15 jours avant le départ.
La moyenne de réservation d'un client en Occident, on va plutôt être sur entre 4 et 6 mois. Il réserve à 80% par chat. Dans le reste du monde, c'est 90% par téléphone quand il y a une interaction humaine. Ils partent à peu près 3-4 jours. Ah, c'est des week-ends, et des week-ends au club. Bah, c'est des... oui, enfin, des longs week-ends. Disons qu'ils ont... C'est aussi la particularité de la Chine. Hein. Ils n'ont pas le même nombre de jours que les Français de vacances. Donc voilà, ils partent plusieurs fois dans l'année lors des grandes périodes, Chinese New Year et autres. Alors, complètement random comme question, mais c'est quoi d'ailleurs le nombre de vacances que tu as en Chine ? On est à peu près sur une vingtaine de jours, un peu moins, selon l'ancienneté de la personne. Ouais, ok, d'accord. Moi, j'ai commencé aux États-Unis, j'avais. Oui, c'est ça, les États-Unis. 10 jours, je crois. Ça fait 2 semaines, c'est pas beaucoup. Hein. Mais bon. Non, mais on bosse pas pareil. Aux États-Unis, tu fais un 8h, 17h tranquille quand t'es un gros cadre. En France, on bosse des heures beaucoup plus longues, mais avec plus de vacances. Pardon, mais je referme la parenthèse. Donc, de réelles différences de comportement d'achat et d'usage du club. Et pour toi, ça veut dire une organisation un peu bicéphale sur tes équipes marketing et tech ? Ouais, c'est surtout, je trouve, un énorme avantage, c'est que ça nous nourrit au quotidien et qu'on essaye de comprendre ce qui peut arriver ailleurs. Et que du coup, on espère avoir un temps d'avance, hein, c'est l'objectif. Quand les choses commencent à prendre de l'ampleur à l'international, venant de Chine, bon, on sait quoi faire. Après, c'est effectivement bicéphale, mais on se nourrit les uns des autres. Donc, on a effectivement une grosse équipe en Chine qui doit répondre à ces enjeux locaux, avec, je le disais, notamment des développeurs alors externes. Hein, on prend des agences qui nous développent notre système de réservation sur WeChat, parce qu'en fait, c'est comme si on avait notre propre store sur Facebook ou sur Instagram, voilà, et dans lesquels les marques doivent développer leur propre store. Et ça, c'est ce qu'on fait sur WeChat, sur Fliggy, sur Baidu, qui sont des super apps locales. Et du coup, nous, on les aide aussi, on les conseille, on échange au quotidien sur ces problématiques-là. Fliggy, FLI, 2GY, c'est vrai qu'on en parle moins souvent que Taobao, WeChat et consorts. Donc, t'as ton propre front dans WeChat, ta propre boutique qui est liée à ton back-end, j'imagine. Exactement, qu'on a relié avec API. Et c'est là où le global est important. C'est que malgré tout, le backbone derrière pour faire la réservation, c'est un système global. Et donc, on a réussi à faire de l'intégration entre le système central, qui est un système legacy, mais sur lequel on a mis des API depuis de nombreuses années, qui nous permet de converser directement avec WeChat. Et toutes les autres plateformes où il y a Ctrip, Fliggy, Baidu. Hyper intéressant. Je recevais récemment, c'est un super épisode, chers auditeurs, que je vous conseille, Ulysse, qui veut devenir le capitaine train de l'aviation. J'ai reçu aussi Mr. Fly et d'autres acteurs du voyage. C'est déjà incroyablement compliqué de vendre des vols, mais j'imagine que quand tu dois en plus faire coordonner cela avec de la réservation et de la dispo dans tes clubs, ton yield management, ça doit être bien complexe comme web service, ce qui est derrière. Et donc, ils partent pour des petits séjours dans des clubs. Ils vont où, d'ailleurs ? Alors, depuis 1 an, ils restent en Chine, ouais, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de sortir. Précédemment, ce sont des clients qui voyagent énormément en Asie du Sud-Est, pour qui les Maldives sont une destination de rêve, qui voyageaient aussi beaucoup à Maurice, et qui découvrent le ski depuis quelques années, et donc voyage au Japon, puisque nous avons 2 resorts de ski au Japon. Il paraît que la neige est incroyable. C'est la meilleure neige du monde. Il paraît. Voilà. Après l'Autriche, avant l'Autriche ? Avant l'Autriche. Et ils voyagent d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a construit aussi des resorts ski en Chine, récemment, depuis quelques années, puisque le ski est un sport qui se développe énormément là-bas. Avec une accélération, ils en ont parlé plusieurs fois ces derniers temps, avec une accélération des JO. Tout à fait. Et des ventes de matériel qui explosent. Là, on ouvrira notre prochain resort ski à proximité des JO à Shanbaishan cette année. Ok. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des usages
à la fois dans le tunnel, dans la recherche, en haut de funnel, mais aussi en bas de funnel, et surtout après des usages au club qui sont vraiment différents encore. Oui, et du coup, quand je te parlais du parcours chinois, si je te prends entre guillemets le contre-exemple, c'est que on a fait une étude grâce notamment à tout le travail qu'on a réalisé sur la data et la création d'un data lake il y a quelques années, où on a pu réconcilier l'ensemble des parcours clients. Et on s'est aperçu que le parcours occidental, on va dire, il est en moyenne de 100 jours, avec 11 points de contact entre ces 100 jours, donc de l'inspiration à la transaction. 11 points de contact, ça veut dire du chat, du téléphone, des visites sur le site internet, des visites en boutique, que nous avons bien évidemment conservées. C'est à peu près 1h30 de browsing web, et c'est 30 minutes de conversation avec nos équipes de vente. Tu peux me refaire l'équivalent en Asie, en Chine? En Chine, c'est combien de temps pour se décider? 14 jours. C'est 2 points de contact, 2-3 points de contact. Browsing web très faible, puisqu'en fait ils sont sur leurs applications. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est 80% des conversations entre un Chinois et nos équipes de vente se font par chat. Là où dans le reste du monde, 80% des conversations entre nos clients et nos équipes se font par téléphone. C'est incroyable une telle différence. Vous avez beaucoup de concurrents en Asie, pardon, je les connais pas, je pourrais en citer en France, j'imagine, mais en Asie, parce qu'il a fallu installer une marque quand même. Oui, on a été les premiers, on s'est installé, Henri Giscard d'Estaing, notre président, a une vision assez forte dans les années 2000, puisqu'il a considéré que la Chine allait vivre ce que l'Europe avait vécu après-guerre. Et finalement aller découvrir la classe le tourisme, moyenne exactement, veut s'ouvrir. Et aller découvrir le tourisme individuel, puisque énormément des choses qui étaient vendues en Chine aussi à l'époque étaient du touring, des groupes de tourisme. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi je me rappelle, en 2004, on devait avoir 4 ou 5 000 clients chinois. On était les seuls dans le tourisme là-bas à s'être installés. Et on est aujourd'hui à 300 000 clients dans un marché qui effectivement a évolué, où on a aujourd'hui des concurrents, bien évidemment, mais on garde une distinctivité par rapport au tout compris, qui est encore la marque de fabrique du club et n'est pas celle de nos concurrents là-bas. Tu parlais de la mise en place, enfin de l'analyse des parcours clients. J'imagine qu'il y a un travail énorme en amont pour arriver à concilier toute cette data qui va venir de, alors tu l'as dit, 11 points de contact en moyenne sur du web, de la boutique, du chat. J'imagine qu'il y a un énorme travail en amont pour arriver à comprendre ces parcours clients et surtout plein d'impact ensuite, mais j'aimerais bien comprendre d'abord combien de temps il a fallu pour le mettre en place et comment ça a été fait. Alors, en fait, tout est parti on en reparlera sûrement, de l'internalisation du média. Où on a créé notre stack qui, après quelques mois d'opération, on va dire, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin et finalement travailler un écosystème où on allait pouvoir injecter plus que les données médias, mais aussi injecter les données clients, les données téléphoniques, les données du chat. Et donc on a intégré l'ensemble de ces données dans ce data lake, ce qui nous a permis de faire l'étude dont je te parlais, qui nous a aussi permis, un autre exemple, d'analyser l'ensemble des données téléphoniques, puisque pendant 2 mois, on a speech to text les données téléphoniques pour essayer de comprendre, catégoriser les appels, les segmenter, et essayer de comprendre pourquoi les gens nous appelaient et comment on pouvait essayer de mieux répondre, notamment sur les médias digitaux, à leurs attentes et faire qu'ils évitent de nous appeler quand ce sont des demandes assez simples. Et ce qui nous a permis, cette étude-là notamment, nous a permis d'orienter nos roadmaps de déploiement du site internet ou de l'application client ou de l'espace client vers soit des informations qui étaient manquantes, soit de nouvelles solutions, je pense au paiement,
notamment sur le virement qu'on a mis en place sur le site internet, qui était une forte demande et raison pour laquelle les gens nous appelaient. Et donc effectivement, l'ensemble de ces études, ces écoutes de parcours ont été essentielles pour comprendre nos clients. Et C'était en quelle année ? Cette étude-là, on l'a faite en 2018. Ok. On a travaillé sur des outils de speech to text aussi vers la même époque sur nos podcasts. J'étais bluffé par la qualité des rendus. Ça a dû prendre un bon bout de temps. Oui, avec une équipe data dédiée en interne, Oui, vous êtes fait accompagner. Comment est-ce que vous avez on s'est fait accompagner par le cabinet Demain. Voilà, très bon cabinet que je recommande, qui nous ont bien aidé à cerner, parce que c'est effectivement pas facile. Hein, la notion de parcours client, elle est intellectuellement simple, mais pratiquement difficile. Écoute, pour le data lake, on avait mis à peu près 1 an et demi à le construire et à injecter suffisamment de données pour que ce soit intéressant. Et l'étude, on a mis 6 mois. Ok. Tu m'as cité quelques impacts qu'il y a eu sur le site, comme par exemple de pouvoir, mon espace, mon compte, de pouvoir faire des virements. J'imagine qu'il y a un impact aussi sur la distribution. Une fois que tu connais bien ton parcours client, et surtout les variances qu'il peut y avoir, j'imagine, entre 100 jours et 14 jours en Chine, ça a un impact sur ta distribution. Le schéma de distribution avant ces nouveaux parcours, enfin avant l'analyse des parcours, et le schéma après, comment est-ce qu'il a évolué ? Alors, je pourrais pas te dire l'après, puisque finalement, la Covid est arrivée assez vite. Oui, c'est vrai, 2018 et 2020 pour le... Et que là, ça a été erratique. et d'ailleurs, les parcours après, pendant le Covid, ont finalement été encore plus en direction de l'humain, puisqu'il fallait comprendre quand est-ce qu'on pouvait partir, avec quels tests, quels étaient les protocoles sanitaires que nous avions mis en place. Voilà. Donc l'humain a été capital ces 18 derniers mois, et je ne peux que dire que les équipes de vente, les équipes frontline ont fait un travail absolument remarquable pour gérer toutes ces annonces, ces changements, ces reports, et donner l'information la plus juste aux clients, alors qu'elle changeait à peu près toutes les heures, ou au moins tous les jours. Mais ce qui est évident, c'est que l'analyse de ces parcours nous a quand même convaincus dans la richesse de chaque point de contact. On est dans un secteur, puisque si je prends les données que communique Google sur le secteur du tourisme, on est à peu près à 50-55 jours en moyenne entre le début et la fin du parcours. Nous, on est à 100 jours, mais on vend pas une commodité au club. On vend une vraie expérience, on vend des retrouvailles en famille, on vend des anniversaires, on vend de très très belles vacances à Noël en famille, et donc les gens ont besoin de comprendre là où ils vont, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de réassurance, ils ont besoin de détails. On a parfois des réunions de famille entre personnes qui viennent des 4 coins du monde, et ça s'organise pas tout seul. Et donc cette étude, elle nous a quand même convaincus dans le fait qu'il fallait travailler ce qu'on pourrait opposer, c'est-à-dire le digital, le e-commerce, et qu'il faut continuellement améliorer. Et l'étude des appels nous avait permis à l'époque de réorienter notre roadmap sur du contenu additionnel, des fonctionnalités additionnelles, et de l'autre côté, encore plus valoriser le travail de nos équipes de vente, qui ont une vraie valeur ajoutée dans la préparation d'un projet de vacances. Des équipes de vente qui interviennent au téléphone, mais qui interviennent aussi en boutique. Les boutiques, vous en avez en France principalement, uniquement, je crois. On en a en France, en Belgique, en Suisse, et en Russie. Et en Russie. Pourquoi ? C'est marrant. Enfin, pays francophone, limitrophe, je peux comprendre, mais ok, très bien. D'accord. Mais du coup, pas du tout aux États-Unis ou en Chine ? Non. Ok. Non. Après, on travaille avec des partenaires, c'est-à-dire qu'en Chine, on va avoir... d'ailleurs, c'est un des premiers... c'est un pays qui a inventé le concept du shop-in-shop, qui existait précédemment, pas dans le tourisme, mais avec Apple notamment. Vous savez, on allait... il y a des corners, des... Voilà, exactement. Donc, on a ce mode de distribution un petit peu partout dans le monde.
On a la chance d'avoir par des partenaires, pas par vous. Qui est opéré par des partenaires. Okay. On a quand même la chance au Club Med d'avoir développé notre distribution directe, raison pour laquelle on a une data qui est que tu maîtrises. Voilà, qu'on maîtrise et qui est de bonne qualité, puisqu'on est à 66% de distribution directe dans le monde. Mais on a bien évidemment des distributeurs qui nous permettent d'aller chercher une clientèle qu'on n'arrive pas à avoir ou un maillage géographique que nous n'avons pas. Et pour revenir donc à ta question, on a bien évidemment en France, Belgique, Suisse, là où la marque est la plus forte, des boutiques Club Med, avec une particularité ces dernières années, puisque nous avons souhaité renforcer finalement le lien entre nos clients et nos équipes quand ils venaient nous voir et leur créer, les accueillir avec une vraie expérience. Et on s'est dit que le passage en appartement-boutique, comme si on était à la maison, était finalement le meilleur endroit pour discuter d'un projet de vacances. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par un parcours client où vous pouvez aller à Passy, donc pas très loin d'ici, au-dessus de la grande épicerie, être accueilli par nos designers d'expérience de voyage, vous installer dans la cuisine, une vraie cuisine, prendre un café, des croissants, et finalement exposer vos envies, vos souhaits, vos besoins émotionnels pour que ce designer d'expérience de voyage puisse co-construire avec vous le plus beau des projets de vacances. Je vous invite à googler si vous ne l'avez jamais vu. C'était mon cas, mais appartement Club Med, et Google Images vous montrera à quel point c'est très beau, c'est très sympa, mais surtout c'est vraiment un appartement, quoi. Donc on s'assoit, on discute. Tout à fait. Et ce que tu dis, et c'est hyper intéressant, le vendeur devient un designer d'expérience de voyage. Oui. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'on avait énormément de changements de par la digitalisation du club, et que tous les changements qu'on opérait, que ce soit les outils de vente, que ce soit l'espace client, que ce soit le site internet, que ce soit la mise en place du chat, des nouveaux moyens de paiement, finalement arrivaient in fine avait un impact en tout cas sur nos équipes. Et on a essayé de réfléchir à cette époque-là au devenir, à la valeur, à la mission de nos équipes de vente. Et donc on est passé de conseiller de vente, agent de réservation, à designer d'expérience de voyage, parce qu'on estime que encore plus demain, il faudra que ces designers construisent de A à Z un projet de vacances, proposent des voyages, parce que on va pas au Club Med, on part avec le Club Med, et il est tout à fait possible de faire un stop à New York avant de se rendre à Punta Cana, par exemple. On a de plus en plus de demandes de mix entre de la découverte ou alors aller au Sri Lanka avant de se rendre à Maurice, ça peut arriver, ou aux Maldives. C'est pour ça qu'on a mis la notion de voyage, et puis expérience, parce que on ne fait plus des activités, mais on pratique des expériences, on découvre des choses. Et donc il était important de changer pas seulement le nom, puisque bien évidemment ça s'accompagne de nouveaux KPI, ça s'accompagne d'une nouvelle méthode commerciale. Donc c'est un nouveau rôle, mais aussi de nouvelles incentives, j'imagine, une modification du modèle de... Tout à fait, où on est passé d'un modèle assez individualiste, 100% individuel, on va dire, à un mix entre de l'individuel, parce qu'on estime que même dans l'omnicanalité, il est important de reconnaître les super performeurs, mais auxquels on a ajouté une target, des objectifs omnicanaux, où tout le monde est récompensé, qu'ils réservent en boutique ou sur le web, et enfin de la satisfaction pour intégrer cette notion de designer d'expérience de voyage. À quel moment la satisfaction est-elle mesurée et a-t-elle un impact sur les incentives ? Elle est mesurée sur l'ensemble du parcours. L'ensemble. Non, on a souhaité qu'elle soit intégrée sur l'ensemble du parcours, c'est-à-dire que si vous appelez, même si vous transformez pas, il y aura une enquête de satisfaction. Et donc à après le chat, après un passage en boutique, dès qu'il y a un point de contact, alors avec bien évidemment des cappings de fréquence. Si vous appelez 3 fois, on va éviter de vous l'envoyer 3 fois. Hyper intéressant, et surtout je réalise en fait que tu passes d'une société qui vend un séjour dans une chambre à un voyage un peu plus complexe et vraiment du sur-mesure. Une question que je me posais du coup, c'est l'attribution. Comment est-ce que vous la gérez dans ce mix ?
Enfin, je vois une pub dans le métro Club Med, j'y pense, je vais sur le site et puis 2 semaines plus tard, j'appelle ou je chatte. Puis alors, je parle pas d'attribution du CA. Là, j'étais encore sur l'incentive. Tu vois, quand tu dis que c'est au global, même dans l'omnicanalité, c'est un enjeu de... Ça reste un enjeu. Je vais tout à fait honnête. C'est un des sujets, je trouve, les plus complexes, qui est l'attribution et je dirais même la contribution de chaque point de contact. Contribution, c'est plus juste. De chaque point de contact. On travaille encore dessus. Tout le travail qu'on a réalisé sur le média commence à nous apporter des données intéressantes. On a commencé sur le média. On ajoutera bientôt tous les points de contact. Ça s'est un peu complexifié avec entre guillemets la fin des cookies et l'e-privacy qui enlève quand même pas mal de points de contact de ce qu'on peut analyser. Donc on est voilà, c'est encore je pense pas que pour nous, mais c'est un travail régulier qu'on analyse bien évidemment, qui est pas encore parfait. Ok, compris. Dernier sujet peut-être encore sur cette transfo, c'est l'arrivée de tous ces nouveaux outils et la multiplication des points de contact. Avant, j'imagine qu'il y avait le téléphone à la boutique pour un agent. Aujourd'hui, il peut y avoir du chat, de la visite. Enfin, il y a un CRM qui est bien complexe. Un point, peut-être un retour d'expérience sur cette transfo digitale pour le designer d'expérience. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir le maximum de considération possible vis-à-vis de nos clients. Et la considération dans les parcours, elle passe par une meilleure joignabilité. Et donc, il faut essayer d'être joignable 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas possible, mais on essaie d'étendre au maximum les plages horaires. Et donc, on avait ouvert le dimanche, on avait ouvert le chat jusqu'à 22h. Donc ça, on a mis un petit peu en pause pendant la période commune, mais on va reprendre très rapidement. C'est ça la considération, c'est aussi être là quand les gens ont besoin de nos conseils. Et donc quand on est devant, on s'inspire devant notre magnifique site internet et qu'il est 21h ou 21h30 et qu'on a besoin d'un conseil, il faut être présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'ajout de canaux de communication supplémentaires fait aussi partie de la considération aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas facile puisque plus on ajoute de canaux, plus on a de contacts. Donc il faut aussi faut être prêt à avoir des bons SLA, des bons taux de réponse, parce qu'il suffit pas de mettre tous les canaux de communication du jour au lendemain. Faut qu'il y ait une réponse. Faut qu'il y ait une réponse. Ouais. Donc on travaille actuellement sur le messaging et notamment WhatsApp qu'on a implémenté en Israël avec beaucoup de succès cette année. Où toutes les communications pratiquement passent sur WhatsApp en Israël, avec des prises de rendez-vous téléphoniques notamment. Et on travaille avec le Brésil, qui a la particularité, je trouve, d'être le pays le plus social friendly au monde, après la Chine peut-être. Mais c'est le plus grand utilisateur de WhatsApp, c'est le plus grand utilisateur d'Instagram. Et donc on va essayer de tester WhatsApp comme étant un outil de vente, puisque d'ailleurs Meta a décidé de tester le paiement en premier au Brésil, sur WhatsApp au Brésil. Ok, hyper intéressant. Tu as parlé plusieurs fois de l'internalisation du média. C'est un projet que vous avez commencé en 2016. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi vous avez fait ça ? On a fait ça parce qu'on estimait à l'époque que le changement était durable. Le changement la façon d'acheter le média était profondément changeante. Et que sans avoir la compétence interne, on n'arriverait pas à se nourrir de ça et on n'arriverait pas à alimenter l'entreprise de toute cette connaissance. Et une des conséquences de l'internalisation a été finalement la création du Data Lake. Ça a été une poursuite. Et je pense qu'on n'aurait pas fait aussi bien, on l'aurait sûrement fait différemment, si on n'avait pas eu en interne l'ensemble de nos traders et des expertises qu'on a pu avoir. Donc on a mis 2 ans pour internaliser l'ensemble du scope programmatique notamment, qui intègre aussi le social. Et par contre,
Ça faisait partie des enjeux dès le début. Et d'ailleurs, je me rappelle du pitch que j'avais mené. L'objectif était de trouver une agence qui nous accompagnait vers l'internalisation et qui resterait conseil par la suite pour nous challenger, pour nous benchmarker, nous faire adopter de nouveaux supports, de nouvelles façons d'acheter. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Ok. C'était pas l'agence qui vous gérait l'achat média avant? Non. T'as fait on a un changé AO d'agence, pour trouver une agence qui voilà. vous accompagnerait dans cette transformation et qui resterait conseil ensuite. Exactement, qui à mon avis est l'avenir dans de nombreux domaines. Je pense qu'il est important d'internaliser une partie tout en gardant des conseils, de l'expertise externe Il faut garder ses pour se chakras nourrir. ouverts okay. Exactement. Et pour le coup, on avait gagné 25% de ROAS en 2 ans. 25% de ROAS, donc de Return on Ad Spend, gagné en 2 ans. Le projet a été commencé en 2016, fini en 2018. Ouais. Un retour d'expérience sur cette internalisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux ou des choses que t'es conscient de les avoir bien faites? Les équipes ont fait un superbe travail. Le seul petit regret, mais bon, je sais que c'est un sujet difficile pour toutes les entreprises, c'est la fiabilité des modèles d'attrib-contrib qui sont encore, je trouve encore un peu difficile aujourd'hui. Sinon, c'est un vrai succès. C'est très nourrissant en interne. C'est assez bluffant la façon dont l'achat média a évolué en très peu de temps, parce qu'on parle de 10 ans. 10 ans, c'est quand même un temps assez court. Même si aujourd'hui ça paraît une éternité, mais c'est un temps court. Et j'avoue que cette année, en tout cas 2021 on va dire, avoir bénéficié d'une agence interne couplée à de la DCO, donc qui nous permet de lancer facilement des campagnes créatives et de les adapter. La DCO, la direction créative? Non, la Dynamic Content Optimizer qui permet de la création à la volée automatique de bannières publicitaires, si je le fais simple. Les deux couplés en 2021, période Covid, où du jour au lendemain, suite à des annonces gouvernementales, une destination s'ouvre, une destination se ferme. On a été en capacité d'être réactif à l'heure. Voilà. Et ça, je pense que c'était grâce à l'internalisation. Ça a été effectivement une agilité qui peut être clé dans cette période. Raconte-moi l'équipe que tu as construite. Quand tu décides en 2016 d'internaliser l'achat média, c'est un département entier que tu crées en fait. Ouais. Alors je me suis appuyé sur des expertises que je pouvais avoir en interne, parce qu'on avait notamment travaillé aussi avec Converteo. J'ai cité demain, donc je vais citer Converteo. On avait fait une étude avec Converteo. Et puis moi j'avais des superbes équipes en interne qui connaissaient bien ces sujets-là, qui poussaient beaucoup, j'ai pas pris la décision tout seul, bien évidemment, et qui m'ont poussé à prendre cette décision-là d'ailleurs. Et puis ensuite, ça a été la constitution de l'équipe, recruter des média traders. On a commencé par le search, qui nous paraissait être le plus évident. On a ensuite basculé sur le programmatique, et on a terminé par les social ads, voilà, dont le temps de traitement est assez fastidieux. Intéressant. Et aujourd'hui, ton mix d'achat média justement sur le digital, il est toujours en ligne avec ces priorités. Donc d'abord search, puis programmatique, puis social ads. Oui, alors selon les pays, programmatique et social ads peuvent s'inverser. Je parlais du Brésil tout à l'heure. Le Brésil est pas exclusivement social, mais pas très loin. Mais sinon, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Ce qui est important, c'est la répartition entre l'acquisition et le branding, notamment pour une marque comme Club Med. Donc autant en période Covid, bien évidemment, on a été plutôt tiré par l'acquisition, parce que on attendait que les destinations s'ouvrent pour pouvoir aller conquérir des parts de marché. Mais je dirais que dans une période normale, on est plutôt sur un rapport assez classique, de 40% branding, 60% acquise. Et le digital représente à peu près entre 70 et 80% de notre achat média global.
70-80%. C'est énorme. Donc cette équipe, en fait, elle est devenue vraiment centrale sur le biz, la conquête Tout à fait. et la noto du club. Tout à fait. C'est passionnant. Et donc, votre agence, alors je sais pas si tu l'as cité, mais tu me l'as cité quand on préparait l'entretien. Donc, Agence 79, Havas. D'Havas, ouais. Reste conseil. Quel est le MO? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? C'est une rencontre, je sais pas, une rencontre mensuelle, une revue tous les trimestres, une revue de vos comptes? Est-ce que Non, ils sont quand même. Oui, non, ils sont présents. Ils sont présents plus fréquemment que ça. Pendant tout le travail, il y a eu beaucoup de régie. C'est important que nos équipes puissent bénéficier de l'expertise d'Agence 79 et donc étaient beaucoup en régie. Là, c'est sûr que maintenant, comme on est passé sur du benchmark et du conseil, c'est plus de la régie et de toute façon, avec le contexte actuel, on ne pourrait pas. Mais oui, non, c'est hebdo. Hein. Ok, je trouve ça hyper intéressant. Je réfléchis. Nous, c'est des enjeux chez Cause of Ostra qu'on a assez régulièrement. C'est des clients qui ont le choix entre des freelances, des agences ou de l'internalisation sur du dev, de l'achat média, même des fonctions content marketing. Et cette approche d'accompagnement, d'apprendre à pêcher en fait, hein, mais en restant présent. Enfin, tout le monde est gagnant, sauf peut-être les média traders qui étaient chez Havas et qui maintenant doivent aller trouver d'autres clients, enfin, à qui on doit confier d'autres clients. Mais je trouve l'approche assez intéressante. Et nous, c'est tout le fonctionnement de mon équipe. Hein. On a une répartition entre ce qu'on appelle interne, hein, c'est-à-dire des géos, gentils organisateurs du marketing, du digital et de la tech, et nos gentils prestataires. On est à peu près 50-50. Okay. Et on parlait de la data tout à l'heure. Je vais citer un troisième cabinet, comme ça je serai tranquille. Mais on travaille beaucoup avec Octo notamment sur un projet data et d'intelligence artificielle sur les prochaines années. Et de la même manière, ils sont à nos côtés en régie. Ils nous aident à internaliser certaines expertises qu'on n'avait pas. Et ce combo, cette complémentarité, me paraît essentiel pour arriver à affronter les challenges qui sont éminemment complexes aujourd'hui. Et ça a été d'autant plus important l'année dernière, comme tu disais en 2021, quand il fallait du jour au lendemain rouvrir des destinations, rouvrir de l'achat média. Un enseignement sur cette période et cette agilité nouvelle, ou en tout cas accrue peut-être, que vous avez dû développer? Enfin, l'enseignement, c'est la réactivité. Il fallait être le plus rapide possible. Donc en fait, il fallait anticiper en amont quelques cas, quelques options. Donc les équipes ont fait un travail remarquable de option A, option B, option C. Et on active en fonction de... Et le jour où l'annonce sort, où on est capable de voyager à l'île Maurice, ce qui s'est passé assez récemment au mois de décembre, et ben investir et avoir la création de prêts, les bannières publicitaires de prêts, les mots-clés de prêts, mais c'est une question d'heure. Et avec ton data lake et l'analyse de ton parcours client, j'imagine que tu arrives à savoir à peu près exactement comment un investissement à un endroit va se transformer en une résa et physique, une présence physique, un voyage physique quelques semaines, quelques mois plus tard. Oui, même si dans le cas présent, ça a été des questions d'heures. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu des courbes de réservation totalement erratiques. À partir du moment où une destination s'ouvrait, les gens se précipitaient. Voulaient vivre de vraies vacances, l'esprit libre, se retrouver en famille. Et donc, il a fallu être présent le plus rapidement possible. Mais donc, les parcours clients, ce que je disais tout à l'heure, ont été bouleversés cette année. On reviendra sûrement plus à une normale dans les prochains mois. Je trouve ça hyper intéressant, mais même un cran plus loin, parce que toi, tu as occupé des postes, donc marketing et sales et tech actuellement. Mais en vrai, quand tu investis 1 euro dans du search au Brésil, pas au Brésil, elle est du social au Brésil, tu as donc un impact, alors à quelques heures, quelques jours, sur, l'achat de beurre dans un resort pour prévoir plus de déjeuner. Donc la data et ton action, est-ce que c'est est-ce que j'enfonce une porte ouverte? J'ai l'impression, mais je réalise à quel point il peut y avoir un impact fort et une synergie forte entre les ops terrain dans les 65 resorts et tes équipes marketing ici ou en Asie.
Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on continue de la renforcer. Et je dirais qu'elle est, elle est pour moi, elle est plus forte dans l'accueil. Plus les équipes ops connaissent les clients qui arrivent, plus ils sont capables d'apporter un service dédié. Je parlais des Brésiliens tout à l'heure. Un Brésilien dans les Alpes n'est pas un Français dans les Alpes. La journée d'un Brésilien dans les Alpes n'est pas la même qu'un Français dans les Alpes. Et donc, il est extrêmement important, semaine par semaine, que nos équipes opérationnelles puissent comprendre quel type de clientèle arrive pour adapter la thématique de la semaine, pour adapter les horaires des restaurants. Bêtise, hein. Je trouve ça. Ouais. Le Français va dîner un petit peu plus tard. Le Brésilien va dîner quand même un petit peu plus tôt. Le Brésilien ne va pas skier de 9h à 17h, même si de nombreux Français ne skient plus de 9h à 17h aujourd'hui quand même. Et donc voilà, il faut avoir des géos qui parlent portugais. Il faut avoir, il y a toute une anticipation quand même qui a été rendue un petit peu plus complexe parce que c'est vrai que l'anticipation on en a moins eu, hein, parce que tout s'est fait en dernière minute. Mais effectivement, le lien entre le commercial et les opérations est une des clés de succès d'une belle semaine au Club Med. Et tu parlais d'arriver et d'avoir dans son casier chauffé les chaussures, la bonne taille, les bons skis en fonction de mon niveau et ma combi. Les ramifications du CRM vont du coup assez loin et se prolongent jusqu'au resort, quoi, jusqu'au club. Tout à fait, tout à fait. Passionnant. Écoute, j'ai envie d'ouvrir en te demandant une projection un peu, ta vision sur le club dans les 5 à 10 ans à venir. Quels sont les grands chantiers sur lesquels vous travaillez ou vous allez travailler? Alors, je vais te citer les 3 prochaines années déjà. Ouais, ça sera déjà un bon début. Dans le digital, on se projette pas à 10 ans. Non, c'est tout d'abord de reprendre entre guillemets une vie, un rythme normal. Ensuite, ça passera par le fort développement de nouveaux resorts, hein, puisque on va ouvrir 16 resorts entre 2021 et 2024. 16 resorts, ok. C'est combien de chambres en moyenne un resort? On va être sur 400 chambres. Okay. Donc c'est une capacité additionnelle qui va être extrêmement forte. Donc le besoin de recrutement d'une clientèle va être costaud, ambitieux, agressif. Et donc c'est vraiment l'enjeu des prochaines années avec des resorts qui ouvriront en plus dans tous les coins du monde. On a Marbella qui va ouvrir en Espagne au mois de mai prochain. On a des villages en Chine. Je parlais de Shanghai-Shan qui d'ailleurs a ouvert la semaine dernière. On a des beaux projets à Tignes qui est en construction. On a 16 belles destinations à ouvrir dans les prochaines années et je dirais que c'est ça qui va nous guider au quotidien. Soit 6 à 7 000 nouvelles chambres à remplir. Je peux te poser une question, je sais pas si vous le communiquez, mais le taux d'emplissage? Le taux d'emplissage, on est aux alentours, en moyenne annuelle, on va être autour de 75%. 75%, ok. Et alors, pardon, je rebondis sur ces 16 nouveaux resorts, mais les habitudes de voyage changent également. Et j'imagine que dans un monde où on se soucie un peu, je sais pas, de son impact carbone, de son impact sur la planète, l'environnement, l'ouverture de nouveaux resorts, elle prend ça en compte et est drivée en partie par... On a 4 piliers stratégiques. Le premier, c'est d'être haut de gamme avec l'esprit Club Med, bien évidemment. Le deuxième, qui est d'être local, de par notre implémentation internationale dont on parlait. Le troisième, qui est Happy Digital, c'est-à-dire vraiment de créer des services digitaux au service de l'humain. Et notre quatrième pilier stratégique, qui est Happy to Care, qui est la préservation de l'environnement et des équipes et de l'humain. Et si je te prends quelques exemples sur la chaîne de valeur d'ouverture d'un village, ça démarre par l'identification du lieu, où bien évidemment, je vais te prendre un de nos derniers fleurons qui est aux Seychelles, plus de 200 hectares. C'est une île privée, un parc naturel protégé. Tu imagines bien que sur les 200 hectares,
la construction, le bâti ne représente un pourcentage infime. On est en général autour de 10%, 10-15% maximum du bâti par rapport à sur l'espace occupé par l'espace du club. Donc c'est déjà, on est vraiment sur de la basse densité. On a ensuite appliqué les réglementations les plus strictes. On a une certification qui s'appelle BREEAM, qui n'est pas celle du club, mais qui certifie une construction en phase avec les attentes écologiques d'aujourd'hui. Si on passe à l'opération, une fois qu'on opère, on a une autre certification qui certifie que au quotidien, on gère les déchets, l'eau, l'énergie, qui s'appelle Green Globe. Et on est à 95% à peu près de nos resorts qui sont certifiés. On sera à 100% d'ici fin d'année. On a aussi noué des partenariats avec les équipes locales, donc les habitants locaux, notamment avec AgriSud, qui est une fondation, une association qui va permettre, et je vais te prendre l'exemple de la République dominicaine, où on a ouvert un nouveau resort il y a 2 ans, qui s'appelle Mitches, dans le nord de l'île, où grâce à AgriSud, on a pu apprendre des techniques agricoles autour et qui nous permettent de nous sourcer directement en circuit court, en produits locaux. Et donc voilà, ça c'est aussi un point important pour nous. Et puis on a une fondation d'entreprise qui est la première fondation d'entreprise en France. Première en termes de première fondation d'entreprise. Ok. Et qui permet de nouer des partenariats avec nombreuses associations autour de nos resorts pour aider les populations locales. Super. Un exemple parmi tant d'autres, au Sénégal, à Cap Skirring, on accueille les enfants des écoles aux alentours. On leur donne accès à nos activités, au tennis par exemple. On a des sessions de recrutement. On recrute énormément localement qui passent géo ensuite et qui ont la capacité de voyager dans le monde entier par après. Je suis sur les photos du Club Med aux Seychelles et on enregistre le 24 janvier, il fait gris, il fait humide, il fait froid, ça fait envie. Et chers auditeurs, je suis très heureux de vous apprendre que Quentin vous offre 50%. C'était passionnant. Alors, regarde, je te fais tu te mets devant on va faire un petit exercice. Tu regardes la photo des Seychelles, et je te cite la phrase de notre fondateur qui était le but dans la vie, c'est d'être heureux. Le moment pour être heureux, c'est maintenant. Et l'endroit pour être heureux, c'est ici. Voilà. Ça parle. Chers auditeurs, je vais m'acheter un billet d'avion. Quentin, merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant et je te remercie surtout pour ta transparence dans un grand groupe comme le vôtre. C'est toujours plaisant d'avoir quelqu'un qui a la parole libérée, qui accepte de lever le capot vraiment sur à la fois les chiffres mais aussi les modèles et les chantiers. Donc merci infiniment pour ton temps. Merci Laurent. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci encore au One to One Monaco qui a permis cette rencontre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, de beaux rêves à réaliser évidemment sur le site du Club Med ou ailleurs, mais une excellente journée et merci Quentin, à bientôt. Merci et bonnes vacances à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.